Notre invité de la semaine, l'honorable Vital Kamerhe, président de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, est candidat déclaré aux élections présidentielles de novembre 2011. Ancien secrétaire général du PPRD, parti au pouvoir en République démocratique du Congo, et ancien président de l'Assemblée nationale, M. Kamerhe est un économiste de formation. Tour à tour, il sera vice-premier ministre de l'Industrie et des PME, conseiller au ministère des Mines et conseiller financier au ministère des Postes et Télécommunications, et aussi coordonnateur du cabinet du Premier ministre Kenko Wadondo. C'est donc fort de cette expérience dans la gestion des affaires de l'État qu'il crée, à la suite de sa démission à l'Assemblée nationale, l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, et se porte candidat à la succession de Joseph Kabila. L'honorable Vital Kamerhe est notre invité de la semaine. Amis téléspectateurs d'Afrique Canada TV, bonjour et bienvenue à nouveau dans votre émission, l'invité de la semaine. Et notre invité de cette semaine, M. Vital Kamerhe. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. On sait que vous êtes assez fréquent ici au Canada. Que nous vaut cette fois-ci l'honneur de votre présence au Canada? Oui, la dernière fois quand j'ai séjourné au Canada, j'avais dit que j'étais en train d'écrire un livre et qu'à la publication de ce livre, je viendrai le présenter aux compatriotes du Canada. Et je le présenterai aussi aux milliers d'affaires canadiens et aux autorités canadiennes et même les milliers étudiants universitaires et dans les centres de recherche. Puisque notre ambition, c'est de présenter une autre carte de visite de la République démocratique du Congo. Que les gens cessent de voir notre pays seulement sous l'angle des viols, violences, corruption, anti-valeurs. Et ce pays, ces géants couchés. Et nous allons montrer que ces géants peuvent se relever. Voilà pourquoi je suis venu outre-Atlantique pour parler de mon pays et parler à mes compatriotes. Alors le livre, il est prêt, il est sorti. Quelles sont de façon concrète les thématiques que vous abordez? Oui, j'ai parlé des fondements de la politique transatlantique de la République démocratique du Congo. Et en sous-titre, j'ai dit la RDC, terre d'espoir pour l'humanité. J'ai commencé d'abord par brosser l'histoire économique de mon pays et l'histoire tout court de mon pays, parce qu'il est établi que si vous ne vous donnez pas rendez-vous avec l'histoire, vous allez soit stagner ou régresser. Et donc il était bon que je puisse montrer d'où nous venons avant la colonisation, à l'époque de l'État indépendant du Congo. J'ai montré aussi les 80 ans de colonisation, ce qu'était le modèle d'accumulation du capital, le modèle économique. Et j'ai montré tout de suite qu'en 1960, quand nous avons eu l'indépendance, nous étions au même niveau que le Canada, au même niveau que l'Afrique du Sud, au même niveau que la Corée du Sud. Et nous avions beaucoup de réserves d'or, des devises fortes, et nous avions une production florissante, mais qui reposait, hélas, sur un système avilissant, parce que au niveau de la colonisation, il fallait la chicote, il fallait imposer des barrières au niveau des milieux ruraux, il fallait imposer des cultures par la force. Et donc, à l'indépendance, les pères de l'indépendance ont oublié une chose, puisque les Belges pris dans les tourbillons de l'indépendance, puisque c'était des rébellions 14 jours après, ils étaient forcés de partir et ils ont quitté notre pays sans faire la remise et reprise, et sur le plan économique et sur le plan industriel. Donc nous devrions inventer un autre modèle d'accumulation du capital, dont les Congolais ont appris à découvrir les richesses de leur pays et à gérer une économie dont ils ne maîtrisaient pas tous les contours. J'ai démontré par la suite dans ce livre comment le Congo s'est enlisé et comment le Brésil s'est relevé. Et que, comparant les deux pays, à toute proportion gardée, comparaison n'est pas nécessairement raison, mais on peut comparer des choses comparables. J'ai montré que de part et d'autre de l'Atlantique, après la séparation des plaques tectoniques, Dieu a créé des États, des géants, un colosse en Amérique latine, qu'on appelle le Brésil, et un colosse en Afrique centrale, qu'on appelle la RDC, et qui ont des similitudes étonnantes. Quand vous regardez la première forêt, vous la trouvez du côté du Brésil. Il est vrai aussi que vous faites beaucoup la comparaison entre le Brésil et le Congo, que vous qualifierez que les ressources humaines ne sont pas les mêmes. Quel répondez à vous à cela? Les ressources humaines du Congo ne sont pas négligeables, puisque toute proportion gardée, nous avons 60 millions d'habitants sur un territoire de 2 345 409 km². Le Brésil, c'est 8 514 000 km².
avec une population de 190 millions d'habitants. Si vous faites les proportions, je crois que nous sommes plus peuplés sur le plan des proportions. Et nos universités ont formé beaucoup d'élites. Et nous avons aussi des gens qui ont été formés à l'étranger. Ce n'est pas la ressource humaine qui fait défaut. La preuve est qu'au niveau du Canada, quand vous allez dans la société Bombardier, c'est les Congolais. Les premiers vétérinaires, les responsables des services vétérinaires ici au Canada, c'est un Congolais. Dans les universités ici au Canada, beaucoup de professeurs congolais, beaucoup de chercheurs, de médecins. Et je ne vous parle pas de l'Afrique du Sud, puisque là-bas c'est tout simplement un scandale. Donc, les ressources humaines sont là. Mais c'est l'état de droit qui fait défaut. Il est vrai que les ressources humaines peuvent exister, mais la preuve en est que depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, la classe politique congolaise, dans sa généralité, a véritablement échoué parce que les guerres ont succédé à des guerres. Et vous faites partie de cette nouvelle génération de politiciens au Congo. Alors, qu'est-ce qui vous différencie, vous, de cette classe politique-là qui vous a précédé? La prise de conscience, d'abord, et puis le passé de chacun de nous, même si nous devons tous être comptables de notre histoire, parce que personne ne peut échapper à l'histoire de son pays, mais nous devons arriver à un moment à dire trop c'est trop, nous devons faire la rupture et faire les choses autrement. Et c'est ce que l'Union pour la nation congolaise veut faire. Et vous me direz, bon, vous étiez aux affaires, moi je vous dirais, ce que j'ai fait quand j'étais aux affaires, et c'est vérifiable. Tout récemment, j'étais président de l'Assemblée nationale, j'ai démontré qu'il était possible au cœur de l'Afrique d'avoir une assemblée véritablement démocratique où allait coexister et coexister l'opposition et la majorité, la thèse et l'antithèse. Et moi, je ne faisais que la synthèse dans l'intérêt du peuple congolais. Ça a fonctionné très bien, mais ça a dérangé beaucoup de gens. Et je crois que c'est la raison pour laquelle on m'a forcé d'abord à la démission et ensuite essayer de me décourager, mais je ne me décourage pas, puisqu'avec d'autres compatriotes qui voient le Congo en grand, nous avons créé l'Union pour la nation congolaise. Mais dans mon livre, j'ai démontré les raisons de cet enlisement. Mais je ne jette pas la pierre à qui que ce soit. Ce que nous devons faire, c'est le repentir. Nous devons reconnaître que nous sommes tous pécheurs et prendre donc la résolution de chercher la bonne voie pour notre peuple, un nouveau leadership. Vous avez touché un sujet qui est assez intéressant, c'est votre collaboration avec le président Kabila. Aujourd'hui, quels sont vos rapports? Vous savez, moi, les individus m'importent peu. Ce qui compte pour moi, c'est d'abord la nation congolaise. C'est le peuple congolais. Et tout effort que nous devons faire, chacun là où il se trouve, c'est de faire en sorte que cette nation relève la tête, sorte de la zone de la honte et de la misère où elle se trouve empêtrée pour le moment par la seule volonté et l'irresponsabilité de sa classe politique, comme vous l'avez si bien dit. La médiocrité, l'égocentrisme, tous ces mots qui caractérisent la classe politique congolaise depuis 1960, nous devons mener une lutte acharnée contre tout cela. Et donc le combat qui vaille la peine d'être mené maintenant, comme l'avait dit Gandhi, c'est le combat contre soi-même. Nous devons nous regarder et combattre tout ce qu'il y a de mauvais en nous et prendre les plus bel élan, comme c'est dit dans l'hymne national. Et dans le livre, nous avons démontré que le Congo constitue encore l'espoir, peut et pourrait constituer l'espoir pour les Congolais, pour l'Afrique et pourquoi pas pour le monde, parce que tout ce qui manque ailleurs, on le trouve à profusion chez nous au Congo. Et le Congo peut participer à relever tous les défis qui se dressent actuellement à l'humanité, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit les déficits alimentaires. Nous avons des terres arables et je ne vous apprendrai rien en disant que nous avons exactement la même surface cultivable que la Chine. Donc nous pouvons produire pour 2 milliards d'individus. Je ne vous apprends rien en vous disant que nous sommes une grande réserve énergétique, énergie propre et non polluante, et que Inga, dans le cas d'INEPAD, c'est le pôle intégrateur de l'Afrique. C'est même au-delà de l'Afrique, l'Europe méditerranéenne. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous sommes les châteaux d'eau d'Afrique, l'eau. Et vous voyez le fleuve Congo qui quitte le Katanga, qui traverse le Congo, en passant par le Maniema, la province orientale, l'Équateur, Bandundu, Kinshasa, Bas-Congo, et qui va se jeter dans la mer pour devenir les eaux salées, et donc inutilisables pour des besoins domestiques. C'est tout simplement un grand gâchis, alors que en même temps, nous avons des villages, des villes entières qui traversent ce fleuve qui n'ont pas desservi à eau. Ça, c'est l'irresponsabilité. Je ne vous apprends rien en vous disant que le Congo, c'est un scandale géologique. Mais le Brésil a fait la différence, puisque ils ont pris conscience qu'il fallait
exiger le transfert de technologies. Il fallait exiger un minimum de transformation des matières premières sur place pour que nous n'assistions pas à ces scandales où on laisse à Chikapa, après avoir pris les diamants, on laisse les trous, l'érosion. On laisse les érosions en Bujimaï, l'Amiba complètement déchiquetée, la gécamine la même chose. Après avoir trait le lait de la gécamine, la vache à lait, la vache est morte, maintenant on a vendu les partirages, on est en train de vendre les gisements. AfriqueCanada.tv, la plus grande télévision d'expression africaine en Amérique du Nord. Vous êtes une entreprise, une ONG, une femme ou un homme d'affaires, un philanthrope? Vous désirez une visibilité incontournable en Amérique du Nord et dans le reste du monde? AfriqueCanada.tv est là. Je vais revenir sur l'aspect social et économique de votre vision. Mais vous n'avez pas répondu totalement à ma question parce que l'état de votre rapport avec le président Kabila nous permettait de vous situer. Où vous situez-vous? Moi, je suis dans l'opposition. Je suis dans l'opposition. Je suis donc opposé au président Kabila qui incarne le pouvoir actuel. Si vous voulez que je vous réponde de la manière la plus claire. Si vous ne l'avez pas encore compris, je vous dis, nous venons avec l'idée du changement. Je parle sur le contrôle aussi de l'opposition historique, notamment M. Étienne Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce que vous entendez par opposition historique? Non, je vous parle d'opposition historique parce que c'est les gens qui ont été constamment dans l'opposition, qui ont mené un combat à leur manière. Non, attendez un instant, il ne faut pas tronquer l'histoire. Vous savez que le président Étienne Tshisekedi lui-même avait dit clairement que c'est quand il s'est rendu compte que Mobutu n'était plus dans la voie de ce qu'ils avaient défini ensemble dans le manifeste de Lancélé, puisqu'il est cofondateur d'IMPER, qu'il a décidé de quitter Mobutu avec les autres parlementaires. Oui. Alors, si on l'a cru, lui, qu'il pouvait quitter parce qu'il a vu le mal, pourquoi on ne doit pas me croire, moi aussi, que je peux quitter parce que j'ai vu le mal? Vaut mieux tôt, ou bien vaut mieux tard que jamais. Tant mieux. Aujourd'hui, l'action, c'est de savoir est-ce que vous envisagez une forme d'union entre vous et Étienne Tshisekedi et l'autre parti fort, notamment celui de Jean-Pierre Bemba? Inévitablement. Ça a toujours été ça mon combat. L'union fait la force. Nous devons compter avec Étienne Tshisekedi. Nous devons compter avec Jean-Pierre Bemba, on doit compter avec l'MLC, on doit compter avec l'UDPS, on doit compter avec tous les partis de l'opposition. Et moi, j'ai dit, la notion de petits partis ou de grands partis, nous devons quitter ce sentier-là pour mettre tout le monde à l'aise. Tout le monde est important. Chaque opposant compte à nos yeux et nous devons faire un effort pour que tous les opposants se retrouvent dans la même plateforme et regardant dans la même direction. C'est cela l'espoir pour le peuple congolais. C'est cela la chance de l'alternance. En parlant aussi d'union, est-ce que vous avez le sentiment que l'union avec l'opposition, de façon générale, peut se faire dans le premier tour de l'élection? Mais il n'y a qu'un seul tour, peut-être, puisque oui, vous vivez ici, vous avez oublié, il n'y a qu'un seul tour. Et moi, je vais vous dire qu'il y a l'approche de l'UNC. Notre approche, c'est l'approche qui privilégie les valeurs, qui ne part pas des individus. Et je m'en explique. Moi, je vois 3 piliers autour desquels on peut consolider l'unité de l'opposition. Le premier pilier, moi je me dis, nous n'allons pas nous partager la peau de l'ours sans l'avoir tué. Il faut d'abord que nous soyons sûrs que nous aurons le pouvoir. C'est-à-dire nous devons mener d'abord le combat de la transparence pour éviter le plus possible la tricherie qui est l'arme redoutable de l'adversaire en face. Et pour cela, nous avions commencé par la mise en place de la CENI, mais nous devons continuer la bataille. Il y a l'enrôlement, ça se passe comment? Nous devons ouvrir les yeux pour savoir comment ça se passe et dénoncer tous les ratés. Nous disons, nous devons nous rassurer que très prochainement, la Cour constitutionnelle sera mise en place et toutes les différentes cours au niveau des provinces. Nous devons être sûrs que l'autorité des médias sera là pour nous permettre aussi d'avoir accès aux médias officiels et autres. Nous devons être sûr que nous serons sécurisés pendant les élections. Et nous devons être sûrs que les résultats, une fois proclamés, seront acceptés par le pouvoir en place quand il va perdre le pouvoir. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, nous disons, l'opposition peut aussi renforcer son unité autour de la sensibilisation de notre population, qui a été désabusée en 2006 et qui aujourd'hui commence à se demander est-ce qu'il vaut encore la peine d'aller aux élections, puisque après les élections, c'est pire qu'avant les élections. Donc la démocratie n'a pas apporté les changements attendus. Les viols, les violences faites à la femme, c'est multiplié par 4. Puisqu'aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas, 48 femmes sont violées
au Congo chaque heure. Donc 1152 femmes par jour, c'est un drame humanitaire. Et donc nous devons sensibiliser la population de ne pas perdre espoir en lui disant qu'un autre Congo est possible. Nous devons sensibiliser la population, si c'est que ça signifie cocher à côté du visage de Vital Kamerhe ou d'Etienne Tshisekedi ou de Joseph Kabila ou de tout autre candidat et prendre les bulletins, mettre dans l'urne. Ça signifie que vous donnez le pouvoir à ces messieurs-là. Est-ce que vous êtes sûr qu'il incarne vos espoirs? Est-ce que vous êtes sûr qu'une fois au pouvoir, parce que seulement il parle votre dialecte, il va réaliser vos attentes? Et nous disons, le troisième pilier de la consolidation de l'unité de l'opposition, c'est que nous puissions mettre en place un secrétariat technique de l'opposition pour que nos différents programmes éparses, nous puissions dégager de ces programmes les grandes lignes directrices pour un programme, un document que l'opposition va présenter à l'opinion nationale et internationale comme alternative crédible. Donc, nous disons, nous devons nous mettre ensemble, et une fois ensemble, nous pouvons maintenant parler des questions qui fâchent. Le portrait de celui qui va porter l'étendard de l'opposition, puisqu'on connaît l'adversaire. Et on peut définir donc les qualités que doit comporter le candidat qui va incarner toute la lutte de l'opposition. Si c'est M. Étienne Tshisekedi, notre vieux, à qui nous devons beaucoup de respect, nous allons le soutenir. Nous allons nous rabaisser et dire, bon, c'est lui, on le soutient. Mais s'il est établi que c'est moi ou quelqu'un d'autre, le vieux doit être aussi disposé à dire, oui, c'est celui-là qui a le plus de chances de battre Kabila, parce qu'il faut tenir compte de la géopolitique congolaise. C'est-à-dire nous avons l'Est, nous avons le Centre, nous avons l'Ouest. Nous devons tenir compte du mécanisme de report de voix. Qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est faisable, le mot d'ordre. Et donc, nous devons ici nous oublier nous-mêmes et privilégier avant tout l'intérêt national. Moi, je suis prêt à le faire. Que les autres disent aussi la même chose. C'est ça la démocratie. Vous m'avez rectifié tout à l'heure. Je rappelle qu'au Congo, à la République démocratique du Congo, l'élection s'est déroulée à un seul tour selon les dernières modifications. Alors, des voix se sont levées également à propos de cette élection pour demander une certaine rectification ou une certaine certification de la mission des Nations Unies au Congo. Quel est votre état d'esprit à ce propos? Oui, je sais que beaucoup de gens, quand on parle de certification des résultats par la MONUSCO, c'est-à-dire la mission des Nations Unies au Congo, beaucoup de gens sont réticents, en commençant par le pouvoir, et même certains membres de la communauté internationale à cause de l'expérience de la Côte d'Ivoire. Mais moi, je peux trouver un autre mécanisme, c'est lui qui avait bien fonctionné au Népal. Au Népal, on a laissé les forces de maintien de la paix continuer leur mission traditionnelle, mais à côté de celle-ci, on a créé un mécanisme dans le département politique du secrétaire général des Nations Unies qui était chargé de faire l'observation et la certification des résultats au Népal. À ce moment-là, puisque le Congo a écrit au monde entier, en commençant par l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC et les autres, pour l'envoi des observateurs, je ne vois pas pourquoi le Congo refuserait les observateurs des Nations Unies et qui, à la fin, pourront dire si les élections se sont bien passées ou mal passées. C'est tout simplement ça, c'est aussi simple que ça. Kamerhe, en suggérant cette vision des choses, est-ce que vous n'avez pas peur de créer un précédent, pas un précédent, mais à l'image de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Non, c'est justement pour éviter ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire que nous devons déjà intérioriser cela et nous donner les moyens de l'acceptation des résultats. C'est pourquoi je vous ai dit que l'opposition doit se mobiliser, avec elle, tout le peuple congolais et la communauté internationale, pour savoir qu'il y a eu le Kenya, il y a eu la Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'il y ait la RDC qui n'est pas habituée à ce genre de choses. On va revenir maintenant sur des questions purement économiques de votre vision des choses. La RDC, on sait que c'est un pays qui est sous supervision internationale, notamment sur les programmes du FMI. Alors vous, quel est votre état d'esprit, quelle est votre vision par rapport à tout cela? J'ai dit d'abord, quand quelqu'un m'a dit hier qu'est-ce que je pense de l'acceptation de la RDC dans les pays des PPT, les pays les plus pauvres et les plus endettés de la planète, j'ai dit que j'étais indigné de voir que les amis du camp présidentiel au pouvoir et les membres du gouvernement avaient fait cela d'une victoire. Ils avaient même fêté. Ils avaient même expliqué à notre peuple que c'est fini, Kabila vient de gagner. Mais comment voulez-vous? On vous dit qu'on vient de vous reconnaître comme étant dans les clubs des pays les plus pauvres de la planète et les plus endettés de la planète. Et vous fêtez, au lieu d'avoir honte, alors qu'en 1960, vous étiez au même niveau que le Canada.
J'ai dit être sous perfusion de façon permanente, nous devons quitter cette zone-là. Le Brésil a démontré qu'il y a moyen de quitter toutes ces histoires de perfusion forcée et devenir bailleur de fonds de ces mêmes institutions internationales. Je ne suis pas en train de dire ici que nous allons rompre avec les fonds ou la Banque mondiale, non. Je suis en train de dire que nous allons créer un climat des affaires. Et à travers une coopération gagnant-gagnant, le Congo va être attrayant et nous allons créer les richesses chez nous. On va valoriser nos ressources. C'est tout simplement ça. Le Congo ne peut pas se développer en vase clos. Nous devons ouvrir le Congo aux investissements extérieurs, mais avant tout, nous devons faire le ménage chez nous. Créer une classe moyenne congolaise, les opérateurs économiques du Congo, et avec les investisseurs qui vont venir à travers un code des investissements bien réfléchis, une justice au service de tout le monde, et pas de tracasseries de tous ordres. On a combattu la corruption et les autres antivaleurs. Le Congo va se relever. On sait qu'au Congo aujourd'hui, la population souffre et que la différence entre la classe moyenne et la classe pauvre est criade. Alors aujourd'hui, quel est votre apport pour relever le Congo socialement? Oui, j'ai dit que tout le monde va vous parler de donner la nourriture à la population. On va vous parler du système éducatif. On va vous parler de l'accès aux soins de santé. On va vous parler de l'habitat. On va vous parler de l'emploi. On va vous parler des infrastructures sociales. Mais la différence pour l'INC, c'est que nous vous disons où va provenir l'argent pour faire cela. La différence pour l'INC, nous affichons notre ferme détermination et nous avons la foi que nous pouvons gagner cette bataille. La différence pour l'INC est que nous disons que nous allons instaurer un leadership différent, responsable. Et ce leadership sera fait de qui et va fonctionner comment. Ce leadership sera fait de tous ceux qui considèrent que défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est un devoir sacré pour lequel on peut accepter même le sacrifice suprême. Ce leadership sera fait de ceux qui considèrent que la souveraineté du Congo est un facteur inaliénable et que pour ça, on peut même accepter la mort. Nous disons tous ceux qui considèrent que faire le bien-être du peuple congolais est un devoir sacré pour lequel on doit donner toute son énergie. Ça, c'est le premier critérium. Mais nous avons un deuxième critérium qui tient compte de la formation, de l'expérience, et de l'expertise. Et là, ça doit se faire sans discrimination. Sans discrimination entre hommes et femmes. C'est-à-dire, les hommes et les femmes sont tous méritants. Et nous devons cesser de considérer les femmes comme des personnes de seconde zone qui n'ont que leur place à la cuisine. Les femmes méritantes, il y en a. Les Congolaises méritantes, j'en connais et ils sont nombreuses. Donc il faut cette complicité entre l'homme et la femme pour bâtir un nouveau Congo. D'autant plus que la femme paysanne doit trouver aussi sa place dans ces nouveaux leaderships, puisque elle qui survient aux besoins de nos familles à plus de 80%. Cette maman qui s'est réveillée à 4 h du matin, cette maman qui va au champ, cette maman qui vend du pain, c'est celle-là qui doit être notre première préoccupation pour savoir que faire pour améliorer ses conditions de travail de telle sorte qu'elle puisse accroître son revenu, sa richesse qu'elle va distribuer par la suite. Yannus avait inventé les microcrédits. Nous pouvons réfléchir sur le modèle qui convient à notre pays, mais l'Union pour la nation congolaise a déjà cela à l'esprit. Mais ce nouveau leadership ne doit pas dire aux jeunes « attendez demain, non ». Le Congo est à 60% constitué de jeunes. Et donc, on ne peut pas un pays qui a été détruit comme ça par 10 ans de guerre, un pays qui a été détruit par la prédation et le pillage systématique orchestré même par ses propres dirigeants, demander que ce pays soit bâti sans les jeunes. AfriqueCanada.tv, la plus grande télévision d'expression africaine en Amérique du Nord. Vous êtes une entreprise, une ONG, une femme ou un homme d'affaires, un philanthrope? Vous désirez une visibilité incontournable en Amérique du Nord et dans le reste du monde? AfriqueCanada.tv est là. Vous avez abordé tantôt les sujets des crimes qui ont été commis au Congo, notamment les crimes de viol également. Et quel est votre regard sur ce sujet qui est très très sensible au Congo et qui touche tout le monde à travers le monde entier? Oui, moi je voudrais que nous puissions faire vraiment trop de bruit autour de cette question, puisque les gens semblent oublier que chaque heure qui passe, c'est 48 femmes qui sont violées. Chaque jour, c'est 1152 femmes qui sont violées. Mais à la base, il y a l'impunité. Mais à la base, il y a les minéraux de sang.
À la base, il y a la déliquescence de l'État congolais. À la base, il y a la somalisation de l'Est du Congo. Et les Congolais sont victimes des minéraux qu'ils ont reçus du bon Dieu. Et nous disons, quelle solution apporter à ce problème? Mais la solution s'inscrit à la fois dans le volet politique, où on doit demander aux pays voisins de discuter aussi avec les rébellions, pas avec les génocidaires, parce que les génocidaires, leur place, c'est au tribunal pénal international pour le Rwanda, c'est à la Cour suprême, à la Cour pénale internationale de justice, mais de discuter avec les rébellions, puisqu'on a toujours demandé cela à la République démocratique du Congo. Nous disons la solution aussi, c'est le rapprochement diplomatique qui a été fait entre le Congo et ses voisins de l'Est, pour trouver un espace d'expression, de discussion, comme la conférence sur la paix et la sécurité dans la région de Grand Lac que dirige Mme Moulamoula à Bujumbura. Mais la solution aussi, c'est la traçabilité des matières premières. On doit savoir ces minéraux de sang, comment le bloquer. Et le président Obama a déjà franchi un premier pas en faisant la législation sur les multinationales qui seront désormais sanctionnées si elles achètent les minéraux du sang, qui commercialisent les États voisins qui n'ont pas de jugement chez eux. Et nous disons, le Canada et les autres pays dont les multinationales sont présentes au Congo à travers la sous-traitance des pays voisins, devraient aussi faire la même chose. Mais nous disons aussi que la solution, c'est la refondation de l'État congolais. Nous n'avons pas un État de droit. Quand on n'a pas d'armée, les gens entrent, ils sortent comme ils veulent. Et notre armée qui n'est pas prise en charge, les militaires deviennent même un danger pour nos propres filles. Parce qu'avant, c'était les groupes armés venus d'ailleurs qui violaient, c'était les militaires des pays voisins qui venaient violer. Maintenant, c'est nos propres militaires aussi qui violent nos sœurs, nos enfants et nos mamans. C'est inacceptable. Mais nous implorons et nous demandons à tout le monde de mettre la main à la pâte pour que la Cour internationale mixte soit mise en place. Cette Cour sera constituée de juges congolais et de juges internationaux. Et cette Cour va fonctionner dans le système des Nations Unies et financée par les Nations Unies. Et on doit l'inscrire dans le temps et dans l'espace. Mais à la base, c'est l'impunité. Et nous avons aussi la coopération régionale. Les pays de la région des Grands Lacs et même de la région de l'Afrique centrale doivent trouver des zones d'intérêt commun, de coopération, d'échange. Nous devons créer une amitié entre nous. La justice va faire son travail, mais les peuples doivent se réconcilier et les États doivent reprendre les relations diplomatiques de telle sorte que nous puissions avoir des zones d'intérêt commun. Nous sommes pris un peu par le temps, on va aller très rapidement. J'ai deux questions à vous poser. On sait qu'aujourd'hui, les dirigeants, notamment ceux de l'opposition congolaise, sont beaucoup présents ici au Canada. Ici, on a à peu près l'Europe et l'Amérique du Nord pour rencontrer les différents membres de la diaspora. Et pour vous, quel type de partenariat envisagez-vous de tisser entre vous et puis cette diaspora congolaise qui, malheureusement, il faut le rappeler, ne vote toujours pas? Oui, ça c'est vraiment déplorable. Et nous ne comprenons toujours pas pourquoi on a exclu la diaspora. Et moi, j'avais dit cette question de double nationalité pouvait se résoudre autrement. On pouvait donner la double nationalité aux Congolais, sauf ceux qui sont, sauf pour les pays limitrophes, puisqu'on a peur, peut-être, on peut faire comme l'Amérique a fait avec le Mexique. Ça, c'est pas très compliqué. Mais nous disons aussi, la diaspora congolaise, mais si elle ne vote pas, elle renferme les vrais leaders congolais. Puisque n'oubliez pas que c'est vous, à travers Western Union, qui nourrissez les gens qui restent au pays là-bas, qui sont devenus tous des malheureux par la faute d'une classe politique et des gouvernements successifs irresponsables. N'oubliez pas non plus que vous êtes nos ambassadeurs ici, à l'étranger. Vous parlez de notre pays et vous vous souciez de votre pays et de notre pays. Et moi, j'en ai la preuve. Je sais que vous êtes habité par l'obsession de voir les pays se relever. Et nous vous disons, nous, l'Union pour la nation congolaise, nous voulons créer un État de droit. Et une fois cet État créé, je ne vois pas ce que vous allez rester faire dans le froid du Canada ici. Vous allez tous rentrer au Congo pour travailler pour votre pays. Et je crois que c'est ce qui manque. Les gens sont venus ici parce qu'il y avait l'insécurité chez nous. Les gens sont venus ici parce que nous avons situé notre système éducatif. Les gens sont venus ici parce qu'il n'y a plus de création d'emplois chez nous. L'industrie a régressé, elle a disparu. La richesse nationale, elle est confisquée par une frange de la population. C'est tout cela que nous voulons corriger. Je vais vous donner l'occasion de corriger tout cela. Dernière question, pourquoi est-ce que les Congolais doivent vous faire confiance? Oui, parce que moi, j'ai démontré que j'ai dit chaque fois ce que... J'ai fait chaque fois ce que j'ai dit. J'ai été ministre de l'Information. Tous les journalistes qui étaient en prison, je les avais fait libérer. Et sous mon mandat, aucun n'a été arrêté, aucun organe de presse n'a été fermé. J'ai construit les centres terriens de Binza,
qui a mis la télévision nationale finalement sur les satellites. C'est une année seulement. Et puis j'étais devenu secrétaire général du PPRD. Dans un jeu loyal, j'ai fait gagner le président de la République et mon parti de l'époque. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais une chose est de gagner, une autre est de savoir ce qu'on doit faire de la victoire. Mais dans le partage de pouvoir, dans mon cas, on m'avait désigné pour occuper le poste de président de l'Assemblée nationale. Je crois que si vous allez, puisque c'est mon passé récent, vous renseigner, j'avais dit à tout le monde lors de mon discours que j'avais prononcé le 9 janvier 2007 que j'allais fonctionner au sein de l'Assemblée nationale congolaise, la première de la Troisième République, comme Mosengo, notre cardinal, l'avait fait, c'est-à-dire l'église au milieu du village. Et ce ne sont pas les amis de la majorité ni de l'opposition qui vont me contredire. Nous avions la thèse qui était apportée par la majorité et l'antithèse par l'opposition, et moi je faisais la synthèse dans l'intérêt du peuple congolais. Je me suis opposé et j'ai condamné l'attaque des éléments de la garde de Bemba. Ce n'est pas facile quand vous êtes du même camp que le président de la République. Je me suis opposé à la révisitation des contrats miniers. Tout le monde le sait, à la tête du client. Je me suis opposé et j'ai condamné ce qui s'est passé dans le Bas-Congo. Nous avons interpellé le ministre de l'Intérieur à 3 reprises. Et Nemwanda Semi, les patrons de Bundouya Congo, y voient au chapitre. Nous avons dit que les contrats chinois avaient été très mal négociés par la partie congolaise. La faute n'est pas aux Chinois, la faute aux Congolais qui n'ont pas préservé les intérêts de tout un peuple. Et les négociateurs ont vu la poche de quelques individus. Nous avons dit haut et fort que nous étions étonnés, indignés de l'entrée des troupes rwandaises sur le territoire congolais. C'est la goutte qui avait fait déborder les vases. Donc j'ai démontré, ce sont des choses vérifiables, qu'on peut être dans un pouvoir et s'opposer au mal dans ce pouvoir. Que les autres disent aussi ce qu'ils ont fait quand ils étaient au pouvoir. Est-ce qu'il était possible à leur époque de penser à un seul instant, dire non, moi je ne suis pas d'accord, et prendre le risque de perdre leur poste? Moi j'ai perdu le poste, mais j'ai gagné en dignité, j'ai gagné parce que je me trouve dans le peuple congolais, je voudrais être serviteur de ce peuple, ouvrier de ce peuple, c'est tout ce que je voudrais faire. Il est dit que rabaissons-nous, humilions-nous, et Dieu seul sait le sort de chacun de nous. Voilà, c'est sur ces mots très très francs de Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale et président de l'Union pour la nation congolaise. Monsieur Vital Kamerhe, vous souhaite bonne chance pour les élections à venir. Merci. Voilà, merci à mes téléspectateurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.